Madame, Monsieur, bonsoir. 20h le journal, voici les titres. Sénégal va laisser toute la place au spectacle sportif. Nous ferons le point en début d'édition. Une croissance du PIB réel qui a atteint 6,7% en 2025. Les efforts salués par le FMI à suivre les grandes lignes de cette mission. Et puis le bac technique au lycée André Pétavin de Saint-Louis, 188 passes au premier tour, contraste saisissant entre joie et déception. Tout de suite, le développement. Nous démarrons par le football avec cette affiche, la deuxième journée du groupe I du mondial 2026. Les Lions tétanisés par l'enjeu du match contre la Norvège après leur entrée en lice ratée. Que nenni pour notre consultant Dr Mohamed Gandloud qui s'attend plutôt à une équipe nationale du Sénégal galvanisée pour s'imposer. Il préconise toutefois un bloc d'équipe plus compact, du réalisme offensif et le refus d'un défi permanent avec les Norvégiens. Reportage Cher Salibou Diarra, Youssou Barou. Avec l'expérience des joueurs, avec l'expérience même du staff. N'oublions pas que c'est presque tout le groupe qui a accompagné Aliou Cissé pendant plusieurs années qui est encore là avec Pape. On a le danger, n'est pas la qualité de la Norvège, mais ça va être surtout la réaction psychologique du Norvégien dans ce qu'ils veulent nous amener, c'est-à-dire non seulement le défi physique et athlétique. Ce qu'il faut apporter comme correctif, c'est revenir à un bloc beaucoup plus compact, parce que contre la France, on a vu que les espaces entre les lignes ont été très dangereuses et ont été fatales pour le Sénégal. Une défense plus proche du milieu du terrain ou un milieu plus proche de la défense. La Norvège joue beaucoup en transition rapide avec de la verticalité, donc il faudra être dans le cœur de jeu, il faudra protéger l'axe. L'équipe ne fait pas un bon match parce qu'elle a créé beaucoup d'occasions. Une équipe fait un bon match parce qu'elle a marqué ses occasions. Contre cette Norvège-là, on aura peut-être moins d'occasions, mais il faudra les mettre. Un match où on a besoin d'expérience et de qualité. Les jeunes qui sont rentrés au cours du match et qui ont réussi à débloquer la situation en mettant un but, c'est vrai que ce sont des jeunes qui peuvent apporter tout à l'heure, comme je l'ai dit, de la fraîcheur, de la vitesse et de l'intensité, mais il faut les décharger d'une tâche tactique du début de match. On a l'atout de la vitesse, l'atout des transitions rapides, l'atout de l'agressivité à la récupération. Fin de la mission du FMI à Dakar, des discussions sur l'examen des besoins et conditions de financement pour le reste de l'année au menu des rencontres. La chef de la délégation a salué par ailleurs les efforts qui ont permis une croissance du PIB réel qui a atteint 6,7% en 2025. Lecture des grands axes avec Aminata Maresso. La mission du Fonds monétaire international était à Dakar à la date du 15 au 19 juin. Revenant sur les points soulevés avec les autorités sénégalaises, la délégation du FMI au Sénégal a relevé que la croissance du PIB réel a atteint 6,7% en 2025. Une croissance, disent-ils, portée par une forte expansion du secteur des hydrocarbures. Le FMI indique également que le déficit du compte courant s'est sensiblement réduit en 2025 sous l'effet des exportations de pétrole et de la compression des importations. Le déficit budgétaire global, indique-t-il également, s'est fortement réduit, passant de 13,4% du PIB en 2024 à 6,4% du PIB en 2025, cela principalement grâce à la rationalisation des dépenses. Autre point soulevé par la mission du FMI au Sénégal, l'évolution de l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur l'économie et les finances publiques sénégalaises. À ce point, l'examen des besoins et conditions de financement pour le reste de l'année ont été également soulignés entre les autorités sénégalaises et la délégation FMI au Sénégal.
La conception de réformes visant également à stimuler la croissance, à renforcer les filets de protection sociale et à consolider la gouvernance. La partie sénégalaise a par ailleurs réitéré son intérêt pour un nouveau programme soutenu par le Fonds monétaire international. Les services du FMI disent continuer à dialoguer avec les autorités sur les politiques et priorités de réforme susceptibles d'être appuyées par un accord avec le FMI. Celle-ci devrait comprendre des mesures visant à soutenir la consolidation budgétaire et à réduire les vulnérabilités liées à la dette, à améliorer la gouvernance publique et à promouvoir une croissance inclusive et durable. Le FMI se dit engagé à accompagner le Sénégal en ces temps difficiles. Le communiqué du FMI constitue un pas important, mais il reste encore beaucoup à faire. Le Sénégal a déjà engagé des réformes courageuses et reconnu les erreurs du passé. À force de multiplier les exigences et de prolonger les procédures, le FMI donne parfois l'impression de jouer au chat et à la souris avec l'État du Sénégal. Des propos de Moungaï Cissé, directeur exécutif de l'ONG 3D. Je vous propose de l'écouter. Le FMI, son communiqué est certes important, mais très largement insuffisant. On s'attendait à des actions concrètes. Le Sénégal a fait des efforts importants. Le Sénégal a engagé des réformes courageuses et reconnu les erreurs du passé. À force de multiplier les exigences et les procédures, le FMI donne l'impression de jouer au chat et à la souris avec le Sénégal. Le FMI doit faire preuve de plus de diligence. C'est comme si on demande à un patient qui arrive aux urgences de payer d'abord la facture d'hospitalisation avant de se faire administrer des soins. Le FMI doit tenir compte de l'urgence économique et sociale à laquelle les populations sénégalaises sont confrontées. La force d'une réforme se mesure aussi à la capacité du partenaire à accompagner les pays qui font des efforts. À force de retarder le traitement, on finit par guérir le patient et donc on finit par guérir les comptes après avoir affaibli l'économie réelle. Donc, passons à des actions concrètes parce que les Sénégalais sont dans une urgence économique et sociale qui ne peut pas attendre. Face au chômage des jeunes, l'association Simple Action Citoyenne et l'ambassade de France à Dakar unissent leurs forces à travers le projet Épopée. Ce lundi, 25 jeunes sans diplôme ont reçu leur certification en soudure et maintenance industrielle, des métiers devenus essentiels avec le démarrage de l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal. Christine Fage, ambassadrice de France au Sénégal, au micro de Al-Hassan Ba et Alun Diagne. Est un vrai sujet sur lequel les autorités sénégalaises et les autorités françaises travaillent au Sénégal et nous sommes très fiers d'accompagner ce projet. Il y a chaque année 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail avec une population sénégalaise qui a à 50% moins de 18 ans. Donc la formation professionnelle est un axe majeur de notre travail avec les autorités sénégalaises. Nous avons Teranga Tech Cub, nous avons le projet Loro sur les métiers d'artisanat d'art et Teranga Tech Cub sur tout ce qui est manière de monter son entreprise. Et ce que fait Épopée Sénégal est en continuité de ce que nous faisons. Nous sommes très contents d'avoir pu soutenir ce projet et nous sommes contents aussi de voir que ce projet s'inscrit dans l'écosystème sénégalais avec le soutien d'entreprises, avec le soutien des autorités sénégalaises s'agissant des certifications, des formations et de leur validation. Notre objectif avec Épopée Sénégal, c'est de fournir à des jeunes sans diplôme et sans emploi de quoi mettre un premier pied dans le marché du travail sur la base d'une formation de base et ensuite que les entreprises dans lesquelles ils entrent puissent continuer cette formation et qu'ils aboutissent à faire une carrière, à développer un savoir-faire qu'ils pourront ensuite offrir à d'autres entreprises. Les précisions d'Ousmane Sonko sur la révision constitutionnelle. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal a assuré
que le Parlement n'a jamais donné d'ultimatum au président, donc il n'existe aucun conflit constitutionnel avec le chef de l'État. Selon lui, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a bien été saisi pour donner son avis sur le texte. Ce qu'il a fait, le voici. À l'avis demandé sur la proposition de révision de la Constitution, conformément à la lettre de l'article 103 de la Constitution, qui lui en donne le pouvoir discrétionnaire. J'en ai immédiatement fait communication aux auteurs de la proposition et laisse le soin au président de la République, s'il en éprouve le besoin, d'emporter le contenu à la connaissance du public. Il convient ici de le rappeler, l'entreprise réformatrice n'appartient à personne si ce n'est au peuple sénégalais et à la représentation nationale dépositaire pleinement de la légitimité populaire. En tant que pouvoir constituant, l'Assemblée nationale n'est assujettie à aucune limite lorsqu'il s'agit de réviser la Constitution, si ce n'est le respect de la procédure même de la révision et la sanctuarisation des dispositions intangibles prévues à l'article 103, alinéa 7 de la Constitution. Autrement dit, la forme républicaine de l'État, le mode d'élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du président de la République. Le Conseil constitutionnel l'a d'ailleurs rappelé dans sa décision numéro 1C24 du 15 février 2024. En tant que pouvoir constituant, l'Assemblée nationale a même pu accéder à une autre dignité reconnue par le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision numéro 3C 2006 du 18 janvier 2006, déclara au considérant numéro 10 de la dite décision que dans le cadre de la révision de la Constitution par la seule Assemblée nationale, le vote à la majorité qualifiée des 3/5 réalise à la fois l'adoption et l'approbation de la loi. Cette jurisprudence du Conseil constitutionnel, jamais démentie ni contredite depuis lors et qui n'a fait l'objet d'aucun revirement jurisprudentiel, conforte et confirme la prépondérance du pouvoir constituant dérivé dans la procédure de révision de la Constitution. mbokk yi, L'ancien député Thierno Bocoum tire la sonnette d'alarme. Selon lui, ce texte constitue un danger pour le Sénégal. Il cite l'exemple de l'article 57 qui confère des pouvoirs au Premier ministre, ce qui peut à l'avenir créer une crise institutionnelle. Le président du parti Agir dénonce aussi la procédure. Il est avec Chérifia. Il y a une question de procédure. Nous pensons qu'il y a la mauvaise raison de faire cette révision de la Constitution. Il y a également la mauvaise procédure. La mauvaise raison, c'est une raison purement politique, et ça me permet de parler du fond parce que dans la proposition de loi, il y a un article qui est l'article 57. L'article 57 renforce considérablement les pouvoirs du Premier ministre. Donc on va être dans un cadre de bicéphalisme au sein de l'exécutif, et c'est extrêmement grave. Parce que quand on dit que le président de la République détermine la politique de la nation, nomme au poste civil et militaire, c'est parce que le président de la République est élu au suffrage universel direct. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'on puisse attribuer au Premier ministre le rôle de nommer à des postes civils, le rôle d'exécuter les lois, sans que ça puisse être véritablement une prérogative qui découle directement de la Constitution, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la deuxième chose, c'est concernant la procédure. Et je le dis très clairement, cette procédure n'est pas la bonne. Ce qui régit la révision constitutionnelle, c'est l'article 103 de la Constitution et non l'article 69 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dans le premier communiqué, ils avaient parlé de l'article 69. Ils attendaient un avis du président de la République. Je précise que dans l'article 103, il n'y a pas besoin d'avoir un avis du président de la République. Ça, c'est la première chose. Donc, ils ont utilisé une procédure qui n'est pas la bonne. Maguette Sène, officiellement investi candidat de Andou Naoulé, la marche des territoires pour les élections prochaines. Le candidat aux législatives de 2027 a décliné sa feuille de route et annonce une coalition qui sera rendue publique dans quelques jours. Maguette Sène a aussi regretté lors de ce meeting la non-disponibilité des fonds de concours et de dotation des municipalités confrontées à beaucoup de difficultés. Il est au micro de Ndeye Matidian et Mamadou Gueye.
C'était un meeting d'investiture organisé par les femmes et les jeunes de Malicounda. Je n'ai pas les mots pour leur dire merci de cette confiance placée en nous. Et nous espérons que nous allons continuer le travail que nous avons entamé dans les différents secteurs, notamment sociaux. Qu'il s'agisse de l'accès à l'eau potable, nous voulons encore travailler davantage pour y faire de meilleurs résultats. Qu'il s'agisse de l'électricité, on sait qu'on a une couverture universelle à l'électricité, mais il manque encore des quartiers où l'électricité n'est pas encore arrivée. L'éclairage manque encore, on va y continuer ce travail. Dans le domaine de l'éducation, on sait qu'on a fait énormément dans le domaine des écoles élémentaires. On va s'orienter beaucoup plus vers les collèges et vers l'enseignement, la formation technique et professionnelle. On sait qu'il y a beaucoup de routes à faire dans Malicounda. Malicounda doit, à partir de 2027, sortir définitivement de sa ruralité pour devenir une commune urbaine par des routes bitumées, par un éclairage correct, par une sécurité assurée, par un environnement sain. L'ambition de Ando Nawlé, ce n'est pas seulement Ando Nawlé en tant que parti. Mais Ando Nawlé est en train de travailler sur une coalition. La coalition s'appelle Ando Nawlé Ngir Gox Yu Bess. Il y a des mouvements, il y a des partis politiques qui ont donné leur accord. Peut-être que ce n'est pas le moment d'aller dans le détail, puisqu'il y a une date qui est prévue, exactement le 12 juillet, pour faire une conférence de presse au niveau national, pour que tous les partis, tous les mouvements, tous les acteurs territoriaux qui veulent entrer dans cette coalition-là, qu'on puisse en tout cas les lister, les faire connaître à l'opinion publique. C'est évident, nous, on est républicains. Quand un calendrier républicain est établi, on le respecte, on s'y aligne. Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes prêts pour qu'en janvier 2027, qu'on puisse aller aux élections. Juste profiter de cette tribune aussi pour lancer un appel au ministre des collectivités territoriales. Les fonds de dotation, les fonds de concours, je l'avais dit l'année dernière à l'Assemblée nationale. Ces fonds-là ont été donnés aux communes très tardivement l'année dernière. Nous avions tiré sur la sonnette d'alarme. Je vous le disais en titre, c'est l'heure de la délivrance et des grands sourires au lycée technique André Pétavin de Saint-Louis. Le précieux sésame est enfin en poche pour certains candidats au baccalauréat technique. 188 passent au premier tour sur 275 candidats. Sur place, l'émotion est à son comble. Ousseynou Diop, Habib Seck, reportage. C'est la délivrance pour ce groupe de candidats au baccalauréat technique. Ils ont presque tous décroché leur premier diplôme universitaire au lycée technique André Pétavin de Saint-Louis. Farah Bettina passe au premier tour. Il dédie son diplôme à ses parents. Merci papa, merci maman pour tout ce que vous avez fait pour moi. Aujourd'hui, ce n'est qu'un début. Et demain, je vais vous rendre encore plus fier. Pour Mariama Boussofal, nouvelle bachelière, son bac est uniquement dédié à son papa. Je suis très contente. Aussi, je remercie mes parents de m'avoir encouragée et tout. Et ce bac, je le donne à mon père pour la fête des pères qui était hier. Je le donne à mon père. Aujourd'hui, 1287, les résultats sont satisfaisants. En attendant ceux du second tour. Pour le premier tour, sur un total de 275 candidats, 188 passent d'office. Donc pour la série T1, nous avions 2 candidats. Les 2 candidats sont admis d'office, donc nous avons un taux de 100% là-bas. Pour la série T2, nous avions 4 candidats, dont 3 admis d'office, 1 ajourné. Pour la série TI2D, nous avions 47 candidats, donc il y a 24 admis d'office, dont 2 mentions bien et 15 admissibles. Pour la série STEC, nous avons eu 222 candidats et nous avons 159 admis d'office, dont 2 mentions très bien. Et nous avons 40 admissibles. Les épreuves du second tour auront lieu dans quelques heures. En attendant, le jury 1287 célèbre ces brillants candidats. 2 ont eu la mention très bien. Baccalauréat 2026, Mbour se prépare. Une journée de synthèse départementale s'est tenue hier au stade Caroline Faye. Des centaines de candidats venus de toutes les communes ont répondu présents. Les matières dominantes ont été bien expliquées par des professeurs qui ont aussi sensibilisé les candidats sur la sacralité de cet examen qui demande beaucoup de sérieux. Compte rendu d'Aïmatigan, Mamadou Gueye. Si leur vie en dépendait, ces candidats au baccalauréat 2026 sont très attentifs aux explications données par les professeurs lors de cette synthèse départementale. Les professeurs ont beaucoup insisté sur les matières dominantes comme le français. L'élève doit comprendre d'abord qu'est-ce que c'est que la poésie.
Tout d'abord, l'élève ne doit pas partir au bac sans pour comprendre la poésie, surtout sa dimension artistique. Lorsque la poésie devient un art du langage, on travaille sur la forme. Les initiateurs de cette journée veulent rehausser le taux de réussite à l'examen du baccalauréat dans le département de Mbour. Approximativement 2000 participants sont concernés. Simplement, on veut que le taux de réussite, c'est-à-dire augmente ici à Mbour, quoi. Parce que étant des Mbourois, on aimerait très bien voir toujours Mbour au devant de la scène. Et on est tous conscients que nul ne peut développer une nation sans passer par l'éducation. Ça sera des résumés qui vont les aider à avoir l'essentiel au moment des examens. Exemple, il y a des étudiants qui sont derrière moi, ils avaient eu cette chance. Ils ont fait cette synthèse, ils ont eu le bac. Donc eux aussi, ils ont eu l'initiative avec moi de venir organiser cette édition. Aux candidats, le message est clair, maximum de concentration et de sérieux. Le bac qu'ils vont faire, il y a des gens qui l'ont déjà eu. Donc ils ne seront pas les premières ni les dernières personnes. Donc maximum de concentration, maximum de loyauté, maximum de sérieux et d'avoir le bac haut la main, Inch'Allah Rabbi. Pour rappel, l'examen général du baccalauréat démarre le 30 juin 2026. Parlons à présent du PACASSEN, le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal. Plus de 14 milliards investis dans la région de Thiès pour améliorer le développement des collectivités locales urbaines. Plusieurs communes du département de Thiès et Tivaouane ont bénéficié de ce programme à travers la réhabilitation de voiries communales, de marchés d'équipements sociaux de base. Le bilan a été présenté à Thiès. Charanta Diop, c'est la tiare. Il s'agit pour le département de Thiès de 7 collectivités territoriales que sont la ville de Thiès, la commune de Kayar, de Khombol, de Pout, de Thiès-Ouest, Thiès-Est et Thiès-Nord, département de Tivaouane, celle de Tivaouane, Ngaye, Mboro. Selon l'adjoint au gouverneur de Thiès, ce programme a visiblement transformé le territoire régional. Sur le plan des infrastructures communales, des investissements structurants ont été réalisés dans nos différentes communes. En l'occurrence, la construction et la réhabilitation de marchés, d'espaces publics, de voiries communales, d'équipements et d'infrastructures sociaux de base et bien d'autres réalisations qui ont amélioré considérablement les conditions de vie de nos concitoyens. Au regard des résultats probants enregistrés selon le directeur général de l'Agence de développement municipal, le gouvernement du Sénégal et ses partenaires techniques ont convenu d'un financement additionnel d'une durée de 2 ans. Approuvé par le conseil d'administration de la Banque mondiale le 22 juin 2024. Ce financement additionnel d'un montant de 70 milliards environ vise notamment à intégrer de manière transversale les enjeux du changement climatique et les investissements territoriaux. Avec les écoles aux jeunes, avec les parcs sportifs, les stades, etc. Donc le PACASSEN a atteint un objectif considérable pour lequel nous remercions le gouvernement du Sénégal qui a pu négocier un projet aussi important, mais aussi les agences techniques comme l'ADM qui a été là au début des négociations, l'ARD et d'autres institutions. Nous remercions donc son Excellence le Président de la République pour sa clairvoyance et dire que le projet 2050 a besoin de projets structurants comme le PACASSEN. Au total, 15 communes de la région de Thiès ont reçu une allocation estimée à 14 milliards 285 millions de francs CFA entre 2019 et 2024. Institution emblématique de l'archidiocèse de Dakar, la librairie Claire Afrique célèbre cette année ses 75 ans d'existence. Entre action de grâce, devoir de mémoire et regard tourné vers l'avenir, plusieurs activités vont marquer ce jubilé. Reportage signé Daniel Diouf. 75 ans au service de la foi, de la culture et de l'éducation. Ce jubilé en temps d'action de grâce, un moment pour rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à l'histoire de Claire Afrique, mesurer le chemin parcouru et renouveler son engagement pour l'avenir. Cet anniversaire, c'est l'expression d'une joie d'avoir accompagné et servi des générations d'hommes et de femmes durant 3 quarts de siècle. Célébrer ce jubilé, c'est pour nous rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour tout ce qu'il a permis qu'il soit réalisé ici. Dire également merci à tous ceux qui ont contribué au développement de Claire Afrique. 75 ans également, ça donne l'occasion d'un nouvel élan. Voilà, c'est un ensemble fêté en jubilé. Mais vraiment, ce qui nous pousse aujourd'hui, ce qui nous motive, c'est l'action de grâce, la joie d'avoir servi l'homme, tout l'homme, pendant 75 ans. Le jubilé a été lancé le 26 avril dernier par une messe d'ouverture
célébrée à la paroisse du Sacré-Cœur Malenfant. Plusieurs autres activités sont prévues tout au long de l'année. Notamment des conférences, des témoignages sur la librairie, des dédicaces. Nous avons prévu un don du sang en lien avec le Centre national de transfusion sanguine. Nous avons prévu une randonnée pédestre avec les écoles à l'ouverture des classes. Il est prévu aussi un grand dîner où nous inviterons tout le peuple de Dieu, chrétiens, musulmans, tous les amis de Claire Afrique. Et nous honorerons en même temps tous ceux qui fêtent leurs 75 ans de vie, que j'appelle aujourd'hui les parrains et marraines de la librairie. Au départ, une simple bibliothèque diocésaine, la librairie Claire Afrique est devenue un espace ouvert à tous. Si elle puise ses racines dans la tradition catholique, son offre dépasse largement le cadre des ouvrages religieux. D'ailleurs, quand on parle de livres religieux, c'est pas que des livres chrétiens ou catholiques, non. Vous verrez quelque part où il y a le Coran, où il y a autre chose. Donc, la librairie est en tout. Nous vendons des livres aussi bien au niveau médecine, culture générale, les livres scolaires, c'est en tout. En plus des livres, nous avons la papeterie. Donc, la librairie n'est pas réservée, pour répondre directement à votre question, à la vente des livres religieux, chrétiens ou catholiques, non. Dans le cadre de la célébration de son 75e anniversaire, Claire Afrique a accueilli l'Association internationale des libraires francophones, un réseau qui rassemble plus de 90 librairies réparties dans une soixantaine de pays. Réunis à Dakar pour leur conseil d'administration et leur assemblée générale, les participants ont visité les différents sites de Claire Afrique, notamment celui de la place de l'Indépendance et celui de l'Université Cheikh Anta Diop. Une occasion de découvrir l'histoire, les réalisations et les ambitions de cette institution sénégalaise avant de partager un moment de convivialité autour d'un dîner fraternel. Avec nous en direct de New Jersey, aux États-Unis, notre envoyé spécial, Mamadou Ndiaye, bonsoir. À moins de 4 heures du match contre la Norvège, que peut-on retenir sur place? Bonsoir Jean-Paul, depuis New Jersey. Il pleut, une forte pluie depuis maintenant 1 heure de temps. Pourtant, aussi, on vient d'arriver au stade New Jersey, MetLife Stadium de New Jersey. Maintenant, on a reçu depuis ce matin des alertes, messages d'alerte météorologiques. Pourquoi? Parce que voilà, ils ont prévu que ici à New York, depuis New Jersey aussi, il va pleuvoir plus de 4 heures de temps. C'est prévu une forte pluie depuis maintenant 1 heure de temps. Les regards, au moment où les regards sont désormais tournés vers ce duel entre Norvège et Sénégal, à quelques heures, on peut dire 4 heures du coup d'envoi. La prévision météorologique annonce de fortes pluies dans la région de New Jersey et ici à New York. Depuis ce matin, est-ce que peut-être la pluie ne va pas influencer ce match? Bon, c'est une question. Je suis actuellement dans la zone presse. Ils sont en train de distribuer les matériels où on peut dire donner les journalistes des parapluies pour essayer d'entrer ici au niveau du stade de MetLife Stadium. Mais en tout cas, il est en train de pleuvoir, une forte pluie annoncée par la météo depuis ce matin. Nous tous, nous avons reçu des messages d'alerte depuis ce matin pour annoncer la pluie, une forte pluie. Même une inondation, on peut dire des inondations sont prévues cet après-midi ou bien dans la journée ici à New Jersey. Merci infiniment Mamadou Ndiaye, nous vous gardons en repérage et nous allons probablement vous retrouver un peu plus tard avec Chertigan Diaw et toute son équipe. Direction à présent Tivaouane, lieu de rendez-vous des randonneurs. Ils se sont donné rendez-vous sur place, venus de 14 régions du pays. Ils ont marché dans la ferveur et la spiritualité. Ils étaient des milliers, des messages forts lancés à l'endroit des populations soucieuses de leur santé. Abdou Fall, le vice-président de Tivaouane Club Randonnée Pédestre, avec Cheikh Anta Diop et Seyla Tira.
Ziar, un rendez-vous de santé, de spiritualité et de cohésion sociale et de socialisation. La marche est un médicament pour la prise en charge des maladies cardiovasculaires, des maladies métaboliques telles que le diabète, l'hypertension. Ça, tout le monde est d'accord. Le médecin qui reçoit un hypertendu ou un diabétique, après la prescription de l'ordonnance, la marche fait partie de la prescription. Donc c'est aussi un médicament contre ces fléaux. Donc en marchant, on améliore notre état de santé. La spiritualité. Tivaouane est une ville religieuse et nous recevons des randonneurs dont la plupart sont des talibés. Ils viennent pour faire des ziyaras au niveau des awaya, au niveau des khabrou et ils vont visiter leur marabout, renouveler leur attachement, leur engagement vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis de la tariqa. Donc, la socialisation, nous avons réuni ici des personnes venant des 14 régions du Sénégal, plus la communauté malgache vivant ici. Il y a des clubs, Linguère, Kaolack, tous les clubs éloignés sont venus. Il y a eu un brassage pendant la marche. Les gens ont échangé, ont des amabilités et éventuellement des amitiés et même des projets communs naîtront à partir de cette randonnée. C'est pourquoi... C'est tout pour cette édition. Merci infiniment de nous avoir suivis. Mais restez avec nous dans Soir d'Info. Nous recevons Omar Dramé. Il est le coordonnateur du collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise.